Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, fausse facture et gestion des RH. D'abord, cette disposition dans le projet de loi de finances 2021 qui a prévu de publier sur le portail de la Direction générale des impôts la liste des fournisseurs fraudeurs. Officiellement, la traque aux fausses factures est lancée et les fraudeurs encourent dorénavant la prison. Quelle procédure en cas de fraude? Quels impacts de ces deux dispositifs sur les entreprises marocaines? Nous poserons ces questions et bien d'autres à l'avocat au barreau de Rabat, maître Samir Okhlifa. Ce sera en première partie de Questions Éco. Ensuite, et contexte de pandémie oblige, la fonction RH est appelée à s'adapter, à redéfinir ses priorités. Pour les leaders mondiaux de cette fonction, des mutations majeures s'imposent. Selon eux, ces mutations sont à classer en deux catégories. Celles liées à la fonction de gestion du capital humain des organisations et celles liées à la prise en charge des travailleurs. Comment alors repenser le business model pour s'aligner à ces contraintes? Comment améliorer la réponse des RH face à la gestion durable de crise? Et comment repenser le rôle de RH compte tenu du contexte actuel? Réponse en compagnie de professeur Karim Moustrafir, professeur à l'université Al-Akhawaïn à Ifrane. Bienvenue à tous. L'émission des fausses factures est dorénavant passible de prison. La Direction générale des impôts peut donc poursuivre les falsificateurs. Le projet de loi de finances 2021 a aussi prévu de publier sur le portail de la DG, de la Direction générale des impôts, la liste des entreprises ayant recours à ce genre de factures fictives. Les détails avec Ala Benani. La prison ou des amendes lourdes, voilà ce qui attend ceux ou celles qui émettent dorénavant une fausse facture au Maroc. La Direction générale des impôts serre les taux autour des fraudeurs de ce document comptable, un document indispensable surtout pour prouver un achat ou une vente. Si la fraude est avérée, la fausse facture mène directement à la procédure pénale. Il s'agit là d'un changement de procédure au niveau du Code général. L'administration poursuivra le contrevenant non seulement pour l'émission d'un document fictif, mais aussi pour détournement de deniers publics, à savoir la TVA. Cet acte criminel est du ressort du droit pénal. Dans le détail, l'article 192 du Code général des impôts prévoit déjà une amende de 5 000 à 50 000 dirhams. Ensuite, l'article 231 stipule qu'en cas de récidive, dans un délai de 5 ans suivant la condamnation à une amende, le fraudeur encourt une amende assortie d'une peine d'1 à 3 mois de prison. Ces fraudes coûtent très cher à l'État. Pour la seule année 2018, le montant des factures non déclarées émises par des sociétés fantômes est estimé à 30 milliards de dirhams, soit 5 milliards de dirhams de TVA qui ont échappé aux recettes de l'État. Et nous avons le plaisir d'accueillir depuis Rabat Maître Samir Okhlifa, avocat au barreau de la même ville. Bonsoir Maître Okhlifa et bienvenue parmi nous. Bonjour Madame Khadija, ravi d'être avec vous. Merci. Alors, avant bien sûr de parler des sanctions et autres amendes ou peines de prison qu'encourent les fraudeurs, d'abord une définition, Maître Okhlifa, d'une fausse facture ou d'une facture fictive. Alors, fausse facture ou facture fictive ou facture de complaisance couvre un certain nombre de situations où le contribuable est en situation irrégulière par rapport aux dispositions qui régissent la facture. Il s'agit notamment des cas où un fournisseur ou quelqu'un qui a établi une facture a établi cette facture sur une base fictive et réelle, inexistante, c'est-à-dire une prestation non réelle, où aucune livraison de biens ou de prestations n'a été effectuée. Alors, c'est le premier cas de figure. Alors, le deuxième cas de figure, il s'agit effectivement des cas où il peut y avoir une opération réelle, seulement la facture est établie par une autre personne autre que celle réellement qui a réalisé l'opération. Ou bien le cas où la facture est établie par un fournisseur réel, mais faite à de faux noms ou à de fausses adresses, ou pour des quantités qui ne correspondent pas à la réalité, ou dans une autre situation, la transformation d'opérations réalisées à l'origine fiscalement non déductible en opération déductible. Le cas le plus frappant est l'exemple d'achat d'un véhicule par un dirigeant proche de sa famille, alors qu'il est comptabilisé comme charge professionnelle. Alors, ces situations de comptabilisation de factures de complaisance fictives, frauduleuses, malheureusement, impactent le budget d'État, dans la mesure où
il y a une minorisation de bénéfices imposables et ça impacte bien évidemment l'IR ou l'IS en fonction du régime du contribuable, c'est-à-dire que finalement, c'est une charge qui minorise le résultat comptable. Et ceci, effectivement, va impacter, in fine, l'impôt qui va être dû à l'État. Alors, vous avez une autre situation qui est aussi très, très flagrante, c'est la récupération indue de la TVA. Oui. Et je pense que ça a fait couler beaucoup d'encre quand même, parce qu'à la base, la TVA, c'est le commerçant, le fournisseur, il ne fait que récupérer la TVA, la collecter au profit de l'État. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'un commerçant dispose d'une faculté vers la TVA qu'il a payée afin que cette TVA soit in fine payée par un consommateur final. Alors, le droit à la déduction est privé par le Code général des impôts. Oui. Maintenant, quand on établit des factures de complaisance ou des factures fictives, le problème, c'est que la TVA est un impôt dû. Malheureusement, le fraudeur, il récupère une TVA qu'il n'a jamais payée. C'est-à-dire celui qui a opéré avec un fraudeur. Oui. Au sens du code pénal, il est complice. Déjà, au code pénal. Il est complice. Mais la complicité n'est pas présumée. C'est-à-dire que dans le cadre de cette infraction, il y a un élément matériel qui est consommé, qui est le fait d'abord d'établir ou d'accepter une facture fictive. En revanche, la bonne et la mauvaise foi, c'est-à-dire l'intention pénale, doit être prouvée et doit être avérée dans la mesure où, si le commerçant a opéré de bonne foi et qu'il a eu une facture bonne et due forme et que de l'autre côté, il y a eu une fraude, ça ne le concerne pas. D'ailleurs, même sur le plan du droit fiscal, il y a des jurisprudences, notamment qui sont connues, concernant la mauvaise ou la bonne foi de celui qui opère dans le domaine du commerce. Alors, je tiens à préciser que ces derniers temps, effectivement, la Direction générale des impôts a adressé des courriers à beaucoup d'entreprises par rapport à certaines entreprises défaillantes, notamment les entreprises écrans, les entreprises qui se sont spécialisées malheureusement dans l'établissement de factures frauduleuses. Oui. Mais un commerçant, bien évidemment, il a l'obligation légale de répondre justement aux questions de la Direction des impôts, qui a aussi un droit de contrôle et un droit de constatation. Il a le droit de constater l'existence ou l'inexistence de la prestation. Et donc, à ce moment-là, au moment de la constatation de la prestation, effectivement, le commerçant doit être capable de prouver l'existence de la prestation. Maintenant, le malheur, si vous acceptez une facture, que vous n'avez pas le moyen de prouver l'existence de la prestation. Oui, mais comment prouver le moyen Maître Orlifa, je parle ici, par exemple, de l'identifiant commun de l'entreprise, de ce fameux ICE. Comment le commerçant peut avoir accès à cela? Non, mais d'abord, jusque-là, le commerçant n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son fournisseur. C'est-à-dire qu'il n'a pas à chercher derrière lui ce qui existe ou n'existe pas. Très bien. L'essentiel, c'est que dès que le commerçant vous donne l'ICE, vous établissez votre facture et vous n'avez pas l'obligation légale de chercher derrière lui ce qui n'existe ou n'existe pas. Parce que ça, c'est le travail de la Direction des impôts. Maintenant, l'obligation que le commerçant a réellement est vraiment d'être capable de prouver la prestation et que de son côté, il n'y a eu pas de fraude. De son côté, il n'y a eu pas de complicité. De son côté, il n'y a eu pas de complaisance. À partir du moment où légalement, il a le moyen de prouver que lui, concernant sa comptabilité est régulière, concernant la prestation facturée, elle est réelle, elle n'est pas fictive. Concernant la déduction, elle est réelle. Concernant les dépenses, elles sont réelles. À ce moment-là, il n'y a plus de problème par rapport à lui. Alors Maître Orlifa, je voudrais à présent passer avec vous, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et quelques points restent pendants. Par rapport à cette liste noire prévue dans le projet de loi de finances 2021, liste noire de fraudeurs, selon vous, quels impacts sur les entreprises? Alors, sincèrement, moi, je ne comprends pas déjà l'importance ou l'utilité de publier une liste d'entreprises fantômes. Alors, s'il s'agit tout simplement d'avertir le grand public quant à l'existence d'entreprises défaillantes, ça ne va pas servir à grand-chose. Maintenant, la question juridique qu'il faut poser, est-ce que les entreprises sont aujourd'hui obligées légalement de chercher, avant d'accepter une facture, dans ce fameux fichier, est-ce que l'entreprise
est défaillante ou pas défaillante. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une obligation légale? Est-ce qu'on va prévoir des sanctions pour toute entreprise qui opère avec une entreprise qui figure sur cette liste? Exact. Ça, ce n'est pas trop clair et je ne pense pas qu'aujourd'hui que les entreprises ont les moyens de s'assurer de l'existence de ces entreprises ou même de travailler avec ce fameux fichier. Maintenant, je pense que la direction générale des impôts a commencé par cette étape qui est de rendre solennel et de rendre public ces entreprises défaillantes juste pour dissuader, je pense déjà. Pour dissuader, justement, il y a cette loi de domiciliation de l'entreprise. Où en est son application, Maître Khalifa? Exactement, parce qu'il faut s'attaquer, justement, vous avez parfaitement raison, il faut s'attaquer au vrai problème. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises qui existent, qui sont enregistrées, immatriculées au registre de commerce, mais qui n'existent pas réellement. La loi sur la domiciliation, il a été publié, mais les décrets d'application sont toujours dans les terroirs du ministère du Commerce et de l'Industrie. On attend toujours la publication de ces décrets pour que la domiciliation ait une physionomie dans le marché et combattre ce fléau. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez une entreprise qui arrive à avoir un contrat de location, ou plutôt de domiciliation près d'un domiciliataire pour une durée de 6 mois. Après 6 mois, on n'arrive plus à le trouver. Si on veut lui notifier quoi que ce soit, on ne le trouve pas. Et donc aujourd'hui, ces entreprises qui sont des entreprises fantômes, c'est un peu le résultat d'une défaillance au niveau de la machine de création des entreprises au Maroc. Il faut qu'on s'attaque à ce problème et que justement que la loi sur la domiciliation soit appliquée. Appliquée, tout simplement. Et je voudrais terminer avec vous par rapport à cette question de l'informel. Donc, fausse facture d'un côté et les peines qui s'alourdissent par rapport à ces fraudeurs qui ont recours à ces fausses factures. Mais de l'autre côté, un tissu économique lourdement impacté, mais aussi qui dépend lourdement de l'informel. Donc, comment finalement résoudre cette équation, Maître Khalifa? Alors, justement, parce que ça fait quand même des années qu'on parle de l'informel. Aujourd'hui, ce qui est un peu problématique par rapport à tout ce débat sur les fausses factures et notamment concernant ce fameux fichier, et c'est que nous avons un traitement de poids et de mesure. Parce que vous avez aujourd'hui les entreprises qui seront sanctionnées par ces mesures sont des entreprises qui déclarent quand même. Alors, je ne cautionne pas les pratiques frauduleuses. Mais d'un autre côté, vous avez un secteur informel qui échappe carrément au contrôle de la fiscalité et du fisc. De la DGI. Exactement, et ça crée une concurrence déloyale pour le marché qui est formel et qui paie l'impôt malgré effectivement l'existence de cas de fraude. Alors aujourd'hui, le secteur informel, non seulement il ne paie pas d'impôt, il n'est même pas visible pour le fisc, il n'est pas identifié et du coup, lui, il n'est pas exposé au risque pénal ou au risque fiscal. Donc, ça aussi c'est une problématique, mais bon, la solution, on le sait, il faut une approche globale qui doit tenir en considération l'existence de ce facteur de secteur informel qui fait de la concurrence déloyale, un secteur formel qui peine effectivement à assurer son existence avec de telles charges fiscales. Et notamment en temps de crise. Merci beaucoup, Maître Samer Khalifa, avocat au barreau de Rabat, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous aussi. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et puisqu'on parle justement de crise depuis l'avènement de la pandémie en mars dernier au Maroc, les règles du travail ne sont plus les mêmes. Licenciement, réduction d'effectifs et travail à distance. Les RH ou les départements RH ont du pain sur la planche puisque leur métier leur impose aujourd'hui plus que jamais de mettre l'humain au centre de leurs préoccupations. C'est un récit de Ala Mnani. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Plus que jamais, la fonction RH est mise à l'épreuve. Selon le HCP, plus d'un demi-million de postes d'emploi pourraient être détruits en 2020 au Maroc, faisant grimper le taux de chômage à 12,7% de la population active. Certaines entreprises ont dû suspendre une partie de leurs activités. D'autres ont choisi de les poursuivre en optant pour le télétravail, la réduction des horaires ou le travail par rotation. Car la préservation de la santé et la sécurité du personnel est au cœur des priorités des RH.
Un dispositif exceptionnel qui impose également de mettre à disposition des employés tous les produits et équipements sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Au sein des entreprises, les réunions se font à distance, les déplacements sont limités et les cas suspects sont dépistés systématiquement. Pour les structures qui ont adopté le télétravail, les RH ont dû mettre en place de nouvelles règles à respecter pour assurer la continuité des projets et cela même à distance. Parmi les autres actions attendues de la part des RH, les rendez-vous quotidien avec les médecins de travail, la mise à jour des dossiers CNSS, AMO, indemnités ou encore allocations. Hormis l'aspect administratif, les RH ont dû doubler d'efforts sur le plan humain en restant à l'écoute des salariés, en communiquant sur toutes les informations liées à la pandémie et surtout en encourageant les bonnes pratiques sanitaires. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Ifrane Karim Moustarfir, professeur à l'université Al-Akhawayn. Bonsoir professeur Moustarfir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Quelles sont, professeur Moustarfir, quelles sont aujourd'hui les priorités de la fonction RH ? Merci de votre invitation pour parler un petit peu, je dirais, des priorités ou aussi des orientations stratégiques actuelles de la fonction RH. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien dire que la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est l'incertitude. Donc, personne n'est encore en mesure de quantifier l'impact économique et financier de la crise actuelle, de la crise Covid-19 sur les unités productives, notamment les entreprises. Comme vous l'avez bien exposé, donc il y a aussi ce défi qui reste important donc pour la fonction RH de chercher un équilibre entre les optimisations de nature financière et downsizing. Donc, et de conjuguer ce souci de survie avec, je dirais, cette perspective d'alignement, de développement et de croissance. Donc là, nous avons vécu quand même une période de confinement, une période de reprise après le confinement. Donc, nous avons bien noté durant cette crise que les entreprises ont quand même réussi à faire preuve d'agilité et de résilience dans une perspective d'assurer la continuité opérationnelle des différentes unités productives. Donc, les entreprises ont cherché aussi à adopter de nouveaux modes opératoires et organisationnels, à savoir le télétravail, le travail à domicile. Donc, il y a eu quand même aussi l'émergence d'un nouveau mode, un modèle de management, ce qu'on appelle humanistic leadership. Donc là, on a cherché aussi à démontrer encore beaucoup plus de soutien aux collaborateurs, mettant l'accent sur le bien-être des collaborateurs, démontrant aussi bien le soutien matériel que surtout celui psychologique. Mais durant la reprise et après la phase de confinement, donc je pense que la priorité numéro 1 pour toutes les unités productives a été quand même d'assurer la sécurité au travail. Si on devait repenser ce rôle de RH, compte tenu bien sûr du contexte, et vous l'avez dit, de manque de visibilité, d'incertitude, comment repenser ce rôle central dans l'organisation d'une entreprise, compte tenu de ce contexte de manque de visibilité totale ? J'aimerais bien mettre l'accent surtout sur un certain nombre, je dirais, de chantiers qui pourraient aider les entreprises quand même à construire aussi cette logique de développement après crise. Donc là, il y a tout d'abord, je dirais, le chantier de digitalisation qui a été commencé. Et je pense que ça présente quand même une opportunité importante. Donc, on sait très bien que dans tout management de changement, donc, ou tout management de crise, il y a toujours une question de défi, mais surtout, je dirais, une perspective d'opportunité qui se présente. Oui. Donc là, la digitalisation, je pense que c'est une priorité, une opportunité importante pour toutes les entreprises, donc qui va au-delà de l'informatisation, de l'automatisation des processus. Donc ça répond quand même à un besoin de business. Ça pourrait aussi présenter des opportunités pour développer de business models novateurs pour les entreprises. Donc il y a aussi l'importance de revoir, je dirais, la structure des fonctions RH. Donc là, je parlerai d'un certain nombre, je dirais, d'axes. Donc premièrement, il y a la réorganisation du travail. Donc, le renforcement du smart working. Donc, on sait très bien qu'on a toujours un cadre législatif qui régit un petit peu cette modalité de travail.
à distance. Donc, la réorganisation du travail avec le smart working suppose aussi plus d'empowerment des collaborateurs. Donc, il y a aussi un aspect important de la fonction RH qui est la gestion de la performance. Donc, il n'y a plus de contact, je dirais, face-to-face avec les collaborateurs. Donc là, il faut chercher à se focaliser plutôt sur des contrats psychologiques. Donc, entreprise, collaborateurs, orientés résultats et aptitudes à valeur ajoutée, notamment la prise d'initiative, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat qui pourraient aider l'entreprise quand même à s'inscrire dans cette logique, je dirais, de croissance après la crise. Il y a aussi l'aspect, je dirais, du développement des compétences. Donc là, pour accompagner le chantier de la digitalisation, de la rénovation structurelle, je pense qu'il faut se focaliser sur un certain nombre de compétences aussi bien individuelles qu'organisationnelles qui pourraient assurer plus de motivation et aussi d'engagement. Nous allons y revenir par rapport à ces deux capacités, à savoir organisationnelle et individuelle, mais je voudrais m'arrêter avec vous sur cette question de réorganisation et notamment par rapport aux standards de performance, bien sûr tout cela lié au télétravail. Donc là, ce que vous dites, c'est qu'on devrait privilégier un peu la performance ou plutôt le résultat sur le présentiel où l'absentéisme n'existe plus, mais c'est une question de mindset aussi. Vous parlez de changement de modèle de management, mais il y a le mindset. Est-ce que vous pensez que dans une entreprise marocaine, on pourrait privilégier plus cet aspect de performance par rapport au présentiel et donc à remplir les fonctions qu'on peut remplir à distance, mais sans prendre en compte cette question de présentiel ou encore, ne sais-je, de pointage, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, l'absentéisme, on sait très bien que c'est un indicateur, je dirais, traditionnel, hein, mais ça ne mesure pas, en fait, la performance, l'aspect de la performance le plus important, ce qui importe à l'entreprise. Donc, on sait très bien que l'absentéisme génère généralement le présentéisme. C'est un facteur important qui détruit, je dirais, la valeur ajoutée des entreprises. Donc là, lorsqu'on parle, je dirais, du développement des compétences aussi bien individuelles que celles organisationnelles, je pense que ça devrait s'inscrire, je dirais, dans cette perspective de valoriser la contribution des collaborateurs à un certain nombre, je dirais, d'objectifs et aussi stratégiques coopérationnels au niveau de l'entreprise. Donc là, la question de la motivation de l'engagement reste aussi, je dirais, un facteur clé de succès. Par exemple, aujourd'hui, on a toujours parlé du système de rétribution. Alors, on a besoin aussi de considérer des systèmes de reconnaissance qui ne sont pas nécessairement financiers, afin de créer un meilleur alignement entre l'individu, les équipes et l'organisation. Donc, je pense que l'objectif ici, c'est de créer surtout le cadre pour avoir des valeurs partagées. Donc, vous savez très bien qu'on est passé d'un management par objectif à un management par résultat, mais aujourd'hui, on parle d'un management par les valeurs. Donc, c'est value-based management. Donc là, l'aspect comportemental reste primordial parce qu'en fin de compte, si les collaborateurs ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas motivés, donc ils ne représentent qu'un coût supplémentaire pour l'entreprise. Exactement. Donc, un coût supplémentaire, absolument. Mais pour la question des compétences organisationnelles, j'aimerais bien ajouter quelque chose c'est que le premier focus de la fonction RH devrait être centré sur le développement organisationnel, parce que ça comprend un petit peu toutes les fonctions que je viens de citer. Mais l'objectif du développement organisationnel, c'est aussi d'aider l'entreprise à construire des capacités, notamment en termes de management de changement, en termes de résilience, en termes de leadership, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'agilité et en termes de ce qu'on appelle dynamic capability, des capacités dynamiques qui permettent quand même, je dirais, une certaine adaptation, un ajustement et une coévolution avec l'environnement externe. Pour terminer, juste un mot, parce que avec tout cela, s'il n'y a pas la confiance dans les deux sens, tous ces projets-là, tous ces chantiers-là ne pourront pas prendre place. Alors, un dernier mot, professeur Mosterfel, sur cet élément central dans la gestion RH, qu'est la confiance. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas parler de motivation, d'engagement, on ne peut pas parler d'alignement.
Et on ne peut pas parler, je dirais, ni de rendement, ni de productivité, ni de valeur ajoutée, ni de contribution à la performance générale de l'entreprise. Certes, cette question de confiance reste aussi un petit peu, je dirais, un défi pour les entreprises. On sait très bien qu'aujourd'hui, donc, comme je l'avais déjà souligné au début, il y a aussi cette question de survie qui se pose et qui s'impose. Exact. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui vont aller vers la réduction des effectifs. Donc, ça pourrait entraver en quelque sorte, je dirais, ce processus de développement de la confiance et d'alignement. Mais il y a aussi là un chantier à prendre en considération et à développer davantage dans le cadre de la gestion des ressources humaines. C'est que même si on opère, je dirais, ces changements un petit peu difficiles, notamment en termes de downsizing, donc il y a lieu aussi d'impliquer davantage les collaborateurs. Donc il faut chercher les moyens d'assurer une communication fluide, une certaine transparence dans la prise de décision, une certaine aussi approche participative, parce que les collaborateurs sont là pour soutenir même, je dirais, la survie de l'entreprise et aussi sa croissance après la crise. Merci beaucoup, professeur Karim Moustarfi, professeur à l'Université Al-Akhawaïn, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous et excellent week-end.